le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h en direct depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Robin assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, les tournois de tennis féminin sont suspendus en Chine, annonce la WTA ce jeudi, alors que les soupçons demeurent sur l'absence de la liberté de mouvement ou de parole de Peng Shuai. La championne a dénoncé une relation sexuelle contrainte avec un ancien dignitaire du régime. Voici un reportage signé TV5 Monde. Les hostilités sont ouvertes avec Pékin, resté de marbre dans l'affaire Peng Shuai. Tournoi suspendu en Chine, Hong Kong inclus, annonce l'association qui gère le circuit professionnel de tennis féminin. En bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de participer à des tournois en Chine quand Peng Shuai n'est pas autorisé à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d'abus sexuels. Les dirigeants chinois n'ont pas laissé le choix, ajoute son président, qui appelle les dirigeants du monde entier à le suivre. Nous avons déjà expliqué notre position. Nous sommes fermement opposés à toute politisation du sport. Politique, l'affaire l'est sur le fond. Zhang Gaoli, mise en cause le 2 novembre par la star chinoise qui a dénoncé une relation sexuelle contrainte. Zhang Gaoli, de 40 ans, son aîné, était l'une des 7 figures les plus importantes du régime jusqu'à sa retraite en 2018. Politique toujours, la gestion de l'affaire par la Chine. Si Peng Shuai a fait une apparition le 21 novembre, si le président du CIO lui a parlé le jour même, et ce 2 décembre encore, la triple médaillée olympique ne semble ni libre de ses mouvements, ni de ses décisions, ni de sa parole, soulignent les observateurs. Les propos qui lui ont été prêtés sur son compte Weibo mi-novembre laissent sceptique. Dans le monde du tennis, plusieurs champions applaudissent l'annonce de la WTA. Je soutiens complètement la position de la WTA parce qu'on n'a pas assez d'informations sur Shuai Peng. La WTA est du bon côté de l'histoire en soutenant nos joueurs. Le tennis est populaire en Chine. En 2019, année pré-Covid, les masters féminins sur place étaient dotés de 14 millions de dollars, plus que pour les équivalents masculins. Si le calendrier 2022 de la WTA n'est pas encore publié, sa décision n'est pas symbolique, loin de là. La WTA se prive du même coup jusqu'à nouvel ordre de l'argent chinois. Le pape à Chypre avec la question migratoire au cœur de sa visite. Face à la crise migratoire, le pape François appelle à l'unité. Voici un reportage signé Euronews. Le pape François est arrivé jeudi après-midi à Chypre pour une visite de 48 heures, première étape de son voyage en Méditerranée orientale qui le mènera ensuite en Grèce. Le souverain pontife a appelé à l'unité ainsi qu'à dépasser les divisions au moment où l'île méditerranéenne, membre de l'Union européenne, fait face à une importante crise migratoire. Rapportée à sa population, elle enregistre le plus grand nombre de primo-demandeurs d'asile en Europe. Selon le pape, la présence des migrants qu'il qualifie de frères et de sœurs fait de Chypre un véritable point de rencontre entre différentes ethnies et cultures. Le pontife s'est dit également très préoccupé par la crise sociale, économique et humanitaire au Liban voisin. « Je ressens la douleur d'un peuple fatigué et éprouvé par la violence et la souffrance », a-t-il dit dans la cathédrale maronite Notre-Dame de Grâce à Nicosie. À Chypre, pays majoritairement orthodoxe, les catholiques ne représentent qu'une infime minorité. Le dialogue œcuménique est l'un des enjeux de ce voyage. François doit aussi rencontrer le président chypriote pour évoquer les problèmes politiques rencontrés par le pays, dont un tiers reste sous occupation militaire turque depuis 1974. Madagascar, les hasards climatiques naturels causent la famine. Le réchauffement climatique n'est pas le seul facteur à l'origine de l'insécurité alimentaire qui frappe les habitants de la région du Grand Sud de Madagascar, contrairement à ce que disent les autorités malgaches et les Nations Unies. Voici un reportage signé Africa News. Le réchauffement climatique n'est pas le seul facteur à l'origine de la famine dans le sud de Madagascar.
Contrairement aux déclarations des Nations Unies, mais aussi celles du président malgache Andry Rajoelina lors de la COP26 à Glasgow, le changement climatique provoqué par l'activité humaine n'est pas le seul responsable de l'insécurité alimentaire qui menace des dizaines de milliers de Malgaches. Publiée jeudi, l'étude du World Weather Attribution révèle que l'impact de la sécheresse et la rareté des pluies à Madagascar ont accéléré ces conditions de vie. Effectuée sur 24 mois, cette étude s'est concentrée sur l'extrême sud-ouest du pays, où la quantité de pluie a été inférieure de 60% à la normale lors des 2 dernières moussons. Or, la pluie est vitale dans cette région basée sur l'agriculture et les activités d'élevage. L'augmentation prévue des sécheresses sous l'influence du réchauffement climatique ne devrait intervenir qu'à partir de 2 degrés par rapport à l'ère préindustrielle. Or, pour l'instant, le monde a gagné environ 1,1 degré. Les États-Unis vont-ils retourner 50 ans en arrière? La Cour suprême a commencé à examiner une loi du Mississippi qui interdit les avortements après 15 semaines de grossesse. Cette loi contrevient au fameux arrêt Roe contre Wade qui avait été adopté par cette même Cour suprême en 1913 qui garantit aux femmes le droit à l'avortement. Voici un reportage signé Radio-Canada. Jackson, une ville paisible en plein cœur du Mississippi. Rien ne semble perturber ses 150 000 habitants, à part cette petite clinique rose. Vous serez jugé devant Dieu, crie ce militant pro-vie au médecin qui vient à peine d'arriver à la seule clinique d'avortement de l'État. Les médecins viennent d'autres États et se relaient. La clinique n'a pas eu de médecin régulier depuis 10 ans pour des raisons de sécurité. Un peu plus loin, Basil Chisholm, un facteur à la retraite, tient fermement sa pancarte anti-avortement. Quand ils ont libéré les camps de concentration, dit-il, les gens disaient qu'ils ne savaient pas. Les gens doivent savoir, ajoute-t-il, qu'ils tuent des bébés ici. Chaque jour, c'est l'état de siège devant cette clinique. Les manifestants ne peuvent franchir la frontière du stationnement. Un va-et-vient continu. Elles sont des dizaines du Mississippi, mais aussi du Texas, de la Louisiane, venues se faire avorter. Le nombre de patientes a presque doublé, soit 300 par mois, depuis qu'il y a des restrictions dans les autres États. Escortées par des bénévoles comme Epi, étudiante en médecine, qui vient les soutenir 2 à 3 fois par semaine et servir de rempart entre elles et les manifestants. Ils peuvent me crier dessus toute la journée, dit-elle, ça ne me dérange pas. Par contre, je ne les laisserai pas approcher nos patientes. Cette clinique est au cœur d'une bataille judiciaire aux États-Unis et la Cour suprême doit trancher. Mary Ziegler a signé plusieurs livres sur l'avortement aux États-Unis. Les droits acquis sont en train de s'étioler, dit-elle. On a le droit de choisir de se faire avorter aux États-Unis, dit-elle, avant la viabilité du fœtus, c'est-à-dire entre 21 et 24 semaines, quand le fœtus ne peut survivre en dehors de l'utérus. Mais pour défendre la loi du Mississippi, dit-elle, la Cour suprême devra dire que le droit d'avorter peut être supprimé même avant la viabilité du fœtus. Ça va être un changement significatif dans la loi. En attendant que la Cour suprême tranche, la clinique, elle, poursuit ses activités. Derendra Hancock est bénévole depuis 9 ans. Les lois sont de pire en pire, dit-elle, et plus difficiles à bloquer. Les militants pro-vie sont plus déterminés que jamais, dit-elle, surtout depuis 2016, depuis Donald Trump. Ils se sentent plus puissants. Et tous les moyens sont bons. Après la colère, ce sont les prières. La clinique fait jouer de la musique pour étouffer les sons de l'extérieur. Les militants apportent à leur tour des
On tient le coup, dit Derendra, légèrement excédée. Il y a toujours des manifestants qui harcèlent nos patients. Certaines d'entre elles pleurent, dit-elle. Si la Cour suprême donne raison au Mississippi et renverse l'arrêt Roe contre Wade, c'est le feu vert pour chaque État, selon les experts, qui veulent restreindre, voire interdire l'accès à l'avortement. Au moins 20 États sont sur le qui-vive et attendent la décision de la Cour suprême avant d'agir. Éventuellement, dit-elle, la Cour suprême va donner le droit aux États d'agir sur la question de l'avortement. Et comme il y a 50 ans, devant cette Cour suprême, les deux camps s'affrontent, brandissant les mêmes pancartes. La liberté des femmes est en jeu, scandent les manifestants. Une fois de plus, les deux Amériques s'entre-déchirent. Et pour beaucoup, c'est aussi la crédibilité de la Cour suprême qui est en jeu. Le 1er décembre, les autorités sanitaires américaines ont signalé un premier cas du variant Omicron chez un homme entièrement vacciné revenant d'Afrique du Sud, déclaré positif le 29 novembre à Californie. Puis immédiatement placé à l'isolement, il présentait des symptômes légers en cours d'amélioration. Selon un communiqué des Centres de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, face à la propagation de ce nouveau variant, les autorités réfléchissent à plusieurs pistes afin de durcir l'accès au territoire pour les voyageurs. Voici un reportage signé RT. L'annonce du premier cas du variant Omicron sur le territoire des États-Unis a eu lieu lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi par le docteur Anthony Fauci. Le patient en question est un homme en Californie. Il revenait d'un voyage en Afrique du Sud ayant lieu le 22 novembre dernier, soit avant l'annonce officielle par l'Afrique du Sud de la présence de ce variant Omicron. Il s'agit d'un homme qui est pleinement vacciné et qui souffre de symptômes légers. Il a évidemment été placé à l'isolement. Écoutez les précisions d'Anthony Fauci. Nous savions que ce n'était qu'une question de temps avant que le premier cas d'Omicron ne soit détecté aux États-Unis. Je l'ai dit à mes collègues de l'équipe médicale et d'autres l'ont dit aussi. Nous savons ce que nous devons faire pour protéger la population. Faites-vous vacciner si vous ne l'êtes pas déjà. Faites votre rappel si vous avez été vacciné depuis plus de 6 mois avec un ARN messager ou depuis plus de 2 mois avec Johnson. En début de semaine, déjà, Joe Biden avait lui aussi donné une conférence de presse pour parler de ce variant Omicron. Il avait fait part de ses inquiétudes, mais il avait appelé la population à ne pas céder à la panique. Et dans le même temps, la Maison-Blanche compte durcir les conditions d'accès pour les voyageurs à destination des États-Unis. Plusieurs pistes sont sur la table, selon les médias américains. D'abord, celle de l'obligation de réaliser un test de moins de 24 heures pour tous les voyageurs qui souhaitent se rendre aux États-Unis, qu'ils soient américains ou non, vaccinés ou non. Et puis un deuxième test qui devrait être réalisé 3 à 5 jours après l'arrivée sur le territoire américain. Parmi les autres pistes évoquées, celle d'une quarantaine de 7 jours obligatoire, là encore, pour tous les voyageurs qui arrivent aux États-Unis. On verra si ces hypothèses se confirment puisqu'une conférence de presse est prévue ce jeudi pour Joe Biden qui va détailler la stratégie de la Maison-Blanche afin de lutter contre le Covid-19 pour cette période hivernale. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce jeudi 2 décembre 2021. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le code de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. Boston 57 degrés Fahrenheit, 14 degrés Celsius. À Jacmel 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Robin, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.